Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter l'algorithme des 4 Russes pour l'alignement de séquences. Mais qu'est-ce que l'alignement de séquences? En fait, c'est très simple. L'idée, c'est de comparer deux séquences de caractères et d'évaluer le coût minimal pour transformer une séquence de caractères en une autre. Ça va être pas mal plus clair avec un exemple. En fait, ici, on a le mot château et râteau. Et on veut savoir le nombre d'opérations qu'il faut faire pour transformer château en râteau. Ici, c'est quand même assez simple. On voit qu'on peut enlever le C, on peut remplacer le H par un R et on peut ajouter un X à la fin. Et voilà, on voit qu'avec trois opérations, on a transformé notre chaîne de caractères en l'autre. Ça a l'air assez facile, non? OK. Si on donne cette chaîne de caractères-là et celle-là, par exemple, ça devient un peu moins le fun, là, tout d'un coup. Hein. Non seulement c'est très très fastidieux à faire à la main, mais en plus de ça, essayer de trouver les opérations minimales pour transformer cette chaîne-là en l'autre, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on va utiliser un algorithme qui va faire le travail pour nous. L'alignement de séquences, c'est beaucoup utilisé dans le domaine de la bioinformatique. En fait, l'idée, c'est que les séquences d'ADN, ARN et de protéines, on peut les transformer en une séquence de lettres. Puis en fait, avec ces séquences de lettres-là, on peut les comparer entre elles pour trouver des diagnostics médicaux, concevoir des médicaments, faire l'analyse fonctionnelle de gènes et plein d'autres applications. Puis on voit que quand on travaille dans le domaine de la bioinformatique, on va se restreindre à l'alphabet A, C, G, T. C'est vraiment les seules quatre lettres qui vont constituer nos séquences. Comme vous pouvez imaginer, il existe une panoplie d'algorithmes qui résoudent le problème de l'alignement de séquences. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle de l'algorithme des 4 Russes spécifiquement aujourd'hui? Eh bien en fait, des 4 Russes nous permet de résoudre l'alignement en grand O de n carré sur log n. Wow! Mais qu'est-ce qu'il dit lui? En fait, si vous avez jamais entendu parler de complexité algorithmique, c'est normal que ça vous dise rien. Et même si vous n'avez entendu parler, peut-être que ça vous dit rien non plus. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Avant de se lancer dans l'algorithme, il y a quelques prérequis qui vont vraiment aider à bien comprendre l'algorithme. Donc, avant de se lancer là-dedans, on va juste voir brièvement qu'est-ce que la complexité algorithmique et la notation grand O qu'on vient juste de voir. Ensuite, on va voir brièvement qu'est-ce que la programmation dynamique, puisque c'est ça qui est utilisé dans l'algorithme. Puis, on va voir l'algorithme de Wagner-Fisher, qui est en fait l'algorithme à la base de l'algorithme des 4 Russes. L'algorithme des 4 Russes, c'est simplement une adaptation plus efficace de cet algorithme-là. Avant d'aller plus loin, on va juste établir deux simplifications qui vont rendre l'explication totale beaucoup plus facile à comprendre. Donc, d'abord, on va supposer que les deux séquences qu'on va comparer ont la même longueur, donc le même nombre de lettres dans chacune des séquences, et on va dire que cette longueur-là, c'est n. Ensuite, on va établir que le coût des opérations sur les séquences, donc que ce soit le retrait, l'ajout ou la mutation d'un caractère, on va établir que c'est tout le temps un coût de 1. Parce que dans la vraie vie, souvent, on va dire que par exemple, l'ajout d'un A, ça va coûter 3 par rapport à la suppression d'un T qui coûte 2. Puis ça va grandement affecter l'alignement final. Donc, juste garder ça en tête dans les futures explications. D'abord, qu'est-ce que la complexité algorithmique? En fait, c'est un mot bien compliqué, mais tout ce que ça veut dire, c'est que ça détermine à quel point un algorithme est efficace ou non. En fait, on ne mesurera pas l'efficacité d'un algorithme par le temps qu'il prend, mais plutôt par le nombre d'opérations. Puis, l'idée, c'est pas d'avoir un nombre exact d'opérations, mais plutôt d'avoir un ordre de grandeur. Ça va être beaucoup plus clair avec l'exemple. J'ai toujours trouvé que le mot algorithme, ça faisait peur pour rien, parce que souvent on associe ça à l'informatique, aux mathématiques, puis c'était peurant, mais au final, l'algorithme, c'est beaucoup plus large que ça. L'algorithme, c'est tout simplement une séquence d'opérations, mais ça peut s'appliquer à plein de domaines. Donc aujourd'hui, je vous fais un exemple.
d'une manufacture de thé. OK? Puis en fait, nous, notre manufacture, elle offre un service aux entreprises qui leur permet en fait de faire des sacs cadeaux pour leurs employés. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que la compagnie, elle nous envoie une commande pour un nombre N d'employés et chaque employé va recevoir une boîte. Donc, les boîtes sont pré-identifiées avec le nom des employés. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les boîtes de thé. Donc, on va regarder ensemble la complexité de l'algorithme de faire les boîtes cadeaux pour les employés. Donc, pour remplir la boîte cadeau, c'est très simple. On va prendre notre boîte, identifiée, comme ici on voit que c'est pour Dan. On va prendre un sachet de thé, 2 sachets de thé, 3 sachets de thé. On va se prendre une petite carte aussi de remerciement. On met ça dans la boîte et on passe à l'autre. Ensuite, on prend une autre boîte d'employés et on répète. Là, on voit ici que c'est pour Jean. On répète le même processus. Un sachet de thé, 2 sachets de thé, 3 sachets de thé. On prend une petite carte, on met ça et on passe au suivant. Et on continue ainsi de suite pour les N employés. Donc, l'idée, ça va être de voir si on peut compter le nombre d'opérations dans l'algorithme qu'on vient juste de voir afin de trouver la complexité. Donc, on compte le nombre d'opérations si on a N employés. Pour chacun des employés, des N employés, ben, ce qu'on faisait, on prenait une boîte, on mettait nos 3 sachets de thé, on mettait une carte, et on passait la boîte au suivant. Et, dans le fond, cette séquence-là, on la répétait pour chacun des N employés. Une fois que, en fait, ça, je ne l'ai pas présenté dans mon exemple, mais une fois que tous les employés ont été faits, on va juste avertir le boss pour dire que c'est terminé. Donc, combien d'opérations on a? Ben, on voit ici que on a prendre la boîte, les 3 sachets de thé, la carte et passer la boîte au suivant. Et toute cette séquence-là, on la fait N fois. Puis, une fois que tout ça est fait, on ajoute une opération ici pour avertir le boss, ce qui nous donne 6N plus une opération. Comme j'ai dit plus tôt, quand on parle de complexité algorithmique, l'idée, c'est pas d'avoir un nombre exact d'opérations, mais plutôt d'avoir un ordre de grandeur. Ce qui fait que quand on additionne des constantes ici, comme ici on additionne plus 1, ben, c'est vraiment dans la finesse et dans la précision, donc on n'en tiendra pas compte. Puis, ça c'est vrai pour plus 1, mais c'est vrai pour plus 50, plus 1000, plus 1 million. Puis là, vous allez dire, ok, mais lui il est fou, là. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis, peut-être que dans la pratique, ça pourrait arriver que ça fait une différence, mais dans la majorité des cas, surtout quand des N deviennent de plus en plus gros, ça fait une très petite influence. Puis, vous allez pouvoir le constater quand je vais vous faire des exemples avec des nombres un peu plus tard. Donc, le plus 1, on peut l'enlever, ce qui nous donne une complexité de 6N. Puis là, je vais encore pousser ma loc, puis je vais dire que même le 6N, le 6, c'est encore des détails, puis ça ne nous donne pas une idée sur l'ordre de grandeur. Donc, quand on a une constante multiplicative comme ça, on peut l'enlever aussi. Puis là, encore une fois, peut-être que vous dites, ouais, mais il semble que ça fait une grosse différence, mais dans la réalité, c'est pas une si grosse différence que ça quand on parle d'ordre de grandeur. Donc, au total, ça va nous donner une complexité de grand O de n pour notre premier algorithme. Donc, on va faire le même processus, mais cette fois, la compagnie nous a envoyé des cartes personnalisées pour chacun des employés. Donc, on va pouvoir mettre la bonne carte dans la bonne boîte de l'employé. Malheureusement, les cartes ne sont pas triées, sont dans un ordre complètement aléatoire. Donc, il va falloir chercher une par une les cartes pour trouver la carte de l'employé correspondant. Donc, on commence notre algorithme. Premier employé, Jean. Donc, on commence comme d'habitude avec nos 3 sachets de thé.
Et on va choisir la carte. Donc, il faut, comme j'ai dit, passer chaque carte une par une. Donc, c'est pas Paul, c'est pas Bob, c'est pas Max, c'est pas Homer, c'est pas Dan, c'est pas Alice. Enfin, Jean, on n'a pas été chanceux, c'était la dernière carte de la pile. Donc, il a fallu à travers tous les employés pour trouver notre carte. Donc, on met notre carte et on passe à la prochaine. Cette fois-ci, on a Bob. Donc, on met nos 3 sachets de thé comme d'habitude. Et là, on va dans notre pile de cartes. On voit, c'est pas Paul. Ah! On a trouvé Bob déjà, c'était le deuxième dans la liste, donc ça n'a pas été trop long. Donc, on prend notre carte et on met ça là-dedans. Maintenant, pour notre deuxième algorithme, on va procéder à la même chose. Donc, on compte le nombre d'opérations. Pour chacun des N employés, qu'est-ce qu'on fait? On prend la boîte, on met les 3 sachets de thé comme d'habitude. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque carte, on va passer chaque carte une par une et on va vérifier est-ce que la carte c'est la bonne. Si oui, ben on la met dans la boîte et on passe à autre chose. On passe à la prochaine étape. Mais sinon, on va passer à l'autre carte et ce jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Ensuite de ça, une fois qu'on a la bonne carte, on passe la boîte au suivant et une fois que tous les employés ont été faits, on va avertir le boss. Je vais juste revenir brièvement sur cette séquence-là ici. Okay? Premièrement, on a établi qu'il y avait une carte par employé. Ça signifie que au premier tour, on va avoir N cartes. Puis, on a vu aussi que dans la démonstration, l'ordre des cartes va vraiment avoir une influence sur la vitesse de notre algorithme. Parce que si les cartes qu'on cherche sont toujours au début, ben on va passer beaucoup moins de temps que si les cartes qu'on cherche sont toujours vers la fin de la pile. Quand on va faire l'analyse de la complexité, on va toujours s'imaginer le pire cas. Puis dans ce cas-ci, c'est quoi le pire cas? C'est un peu comme on l'avait avec Jean. Parce que Jean, quand on a pris sa carte, c'était la dernière. Donc, il a fallu aller à travers chacune des N cartes avant de trouver la bonne. Ce qui signifie que pour notre premier tour de boucle ici, cette étape-ci nous a pris N opérations parce qu'il a fallu aller à travers les N cartes. Une fois qu'on passe au deuxième tour, ben, il a fallu, si jamais on est dans le pire cas, il va falloir aller encore une fois à travers toutes les cartes, ce qui va dire N-1, parce qu'on a enlevé celle de Jean. Le tour d'après, on est encore malchanceux, la carte c'est encore la dernière dans la file, ce qui signifie qu'on a N-2 opérations, et ainsi de suite. Dans la réalité, quand on va analyser la complexité, comme j'ai dit avant, on ne fait pas vraiment attention aux constantes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un ordre de grandeur. Donc, on va laisser tomber les -1 ici, -2. Ce qui fait en sorte qu'on va dire que cette étape-là ici, l'étape de trouver la carte, va vraiment se faire en N opérations parce que à chaque fois, dans le pire cas, il faut aller à travers les N cartes. Ce qui fait en sorte que notre complexité va être de ça ici. Donc, on a encore une étape pour prendre la boîte, 3 étapes pour les sachets de thé, N étapes pour trouver la carte et une étape pour passer la boîte au suivant. Tout ça, étant donné que c'est pour chacun des employés, ben, on va le faire N fois. Et une fois que tout ça est fait, on va avertir le boss pour rajouter une étape à la fin. Ce qui nous donne une complexité de 5n plus n carré plus 1. Comme on a vu, le plus 1 ici, on s'en fout. Ce qui fait que, et ça ici en fait,
le 5 ici, on peut l'enlever aussi. Puis le n plus n carré, on peut le réécrire comme n fois n plus 1. Puis, comme j'ai dit, le plus 1, on s'en fout. Ce qui fait qu'on va avoir une complexité de n à la 2 pour notre deuxième algorithme. Une chose que je trouve intéressante d'observer dans cet algorithme-là, c'est que il n'est pas très bon. Puis, on peut penser à vraiment plein de façons de l'améliorer. D'abord, par exemple, si l'ordre dans lequel on pige les boîtes est le même que l'ordre dans lequel on pige les cartes, ben, on pourrait toujours prendre la première carte sur le dessus, ce qui ferait en sorte que, au lieu de prendre n opérations pour retrouver notre carte, ben, on prendrait tout le temps celle sur le dessus. Donc, ça serait une seule opération. Après ça, est-ce que c'est possible d'avoir le même ordre pour les boîtes et les cartes? Peut-être pas, mais c'est juste intéressant de voir que c'est pas parce qu'on a un algorithme qui est pour faire quelque chose que c'est le meilleur puis qu'il n'y a pas de façon de l'améliorer. Et c'est pour ça aussi qu'on investit beaucoup en recherche pour essayer de trouver des modifications qu'on peut faire aux algorithmes pour vraiment les optimiser et permettre de gagner du temps dans le nombre d'opérations. Il y en a peut-être qui se demandent grand O de n versus grand O de n à la 2. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Ben, laissez-moi vous montrer ceci. Sur ce graphique-là, on a sur l'axe des x la valeur de n. Donc, dans notre exemple de t, ça serait en fait le nombre d'employés. Ou ben, dans l'alignement de séquence pour l'algorithme des 4 Russes, ben, ça serait la longueur de la séquence avec laquelle on travaille. Puis, sur l'axe des y, on a le nombre d'opérations qui sont effectuées par notre algorithme, ou du moins l'ordre grandeur du nombre d'opérations. Donc, on voit ici que grand O de n grandit tout tranquillement, tandis que grand O de n carré va vraiment exploser. Puis si ça, c'est pas assez pour vous convaincre, ben, en bioinformatique, les séquences d'ADN ont environ 3 milliards de caractères. Donc, notre fameux n ici, ben, 3 milliards. Donc, si on a une complexité de grand O de n, ben, ça va nous donner, grosso modo, 3 milliards d'opérations, ce qui a du sens. Mais si on a une complexité de n à la 2, je n'essaierai même pas de dire ce délicieux nombre. Donc, ça vous donne une idée de pourquoi on travaille fort pour diminuer la complexité. La prochaine étape, c'est de voir la programmation dynamique. Je n'irai pas profondément dans les détails, mais l'idée, c'est d'avoir une intuition pour le prochain algorithme. En fait, la programmation dynamique, c'est une sorte d'algorithme. C'est en fait ce qui est utilisé par l'algorithme des 4 Russes et l'algorithme de Wagner-Fisher qu'on va voir bientôt. L'idée, c'est de diviser le problème en petits sous-problèmes. Puis, une fois que ces petits sous-problèmes-là sont résolus, on va mémoriser leurs solutions. Puis, avec les solutions, ça va nous permettre de résoudre des plus gros problèmes. Si c'était pas trop clair, inquiétez-vous pas, ça va être plus clair avec l'exemple. Enfin, on va voir brièvement qu'est-ce que l'algorithme de Wagner-Fisher qui utilise la programmation dynamique. Et la raison pourquoi on va le voir, c'est qu'il est vraiment à la base de l'algorithme des 4 Russes. Il va utiliser un tableau comme celui-ci. Puis, la façon qu'il faut interpréter le tableau, c'est que une certaine case va correspondre à la valeur d'alignement entre les sous-séquences associées à la case. Beaucoup de mots, mais au final, tout ce que ça veut dire, c'est que si on prend par exemple cette case-ci, ben, ça va correspondre à l'alignement entre la sous-séquence ici et ici. Juste pour que vous sachiez, les deux petites barres comme ça veut simplement dire une séquence vide. Donc, si on les compare, ça va nous donner A et GA. Et l'alignement, on est capable de voir facilement que c'est de 1 parce qu'on a tout simplement besoin d'une opération qui consisterait à ajouter un G ici pour transformer notre première séquence en l'autre. Donc, on sait que dans notre tableau ici, on va avoir 1. Si je peux prendre un autre exemple, si on prend par exemple cette case-ci,
on va comparer la séquence AAT avec une séquence vide. Donc, AAT avec une séquence vide, donc rien. Donc, si on veut transformer AAT en une séquence vide, il faut supprimer le A, il faut supprimer l'autre A et il faut supprimer le T. Donc, 3 opérations. Donc, on sait qu'on va avoir une valeur de 3 ici. Ici, c'est vraiment pour vous donner une idée de comment le tableau fonctionne. Après ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le remplit correctement. On peut tout de suite avoir l'intuition que la case qui va nous intéresser le plus, ça va être celle-ci, parce que ça va nous donner l'alignement entre toute la séquence et toute la séquence. Donc, comment est-ce qu'on remplit le tableau? Bon, d'abord, la première ligne et la première colonne, c'est assez facile. Parce qu'au final, on va tout le temps comparer avec un mot vide. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend par exemple cette case-ci, ben, on compare AAT avec un mot vide. Donc, la seule façon de transformer AAT en un mot vide, ben, c'est en supprimant le A et en supprimant le T. Donc, 3 opérations. Donc, on comprend que la valeur d'alignement va tout simplement être égale au nombre de lettres dans la séquence comparée. Ce qui va nous donner un tableau qui va ressembler à ça ici. On a deux lettres ici, donc 2 opérations. Une lettre, une opération. 0 lettre, 0 opération. 4, 5. Excusez, ça c'est un 5. Ensuite, même chose dans ce sens-là. Comment on transforme un mot vide en un G? Ben, c'est en ajoutant un G. Donc, on a une opération, 2 opérations, 3 opérations, 4 opérations, 5 opérations. Donc, pour la première colonne et la première ligne, c'est facile. Et pour le reste du tableau, en fait, on va utiliser la règle suivante. Là, ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais avec l'exemple, vous allez voir, c'est assez simple. Mais faites juste garder en tête qu'on va comparer 3 choses. Puis on va prendre le minimum de ces 3 choses-là. Donc, comme on voit, on a initialisé le tableau avec la première ligne et la première colonne comme on l'a vu. Et la première étape, ça va être de trouver la valeur de cette case-ci. Pour ça, il faut faire le minimum de 3 choses, comme j'ai dit auparavant. On va prendre la première chose, ça va être la case au-dessus plus 1, la case à gauche plus 1, et la case en diagonale plus 1 si les 2 lettres associées à la case sont différentes, mais si elles sont la même, ça va être plus 0. Dans ce cas-ci, on voit que c'est A et G, donc c'est pas la même lettre, donc ça va être plus 1. Donc, qu'est-ce qui est plus petit? 1 plus 1, 0 plus 1 ou 1 plus 1? Bien, évidemment, c'est 0 plus 1, donc on a la valeur de 1 ici. Ensuite, on continue la même chose, mais pour cette case-ci. Qu'est-ce qui est plus petit? 2 plus 1, 1 plus 1, ou on voit que G et A, c'est pas la même lettre, donc 1 plus 1. On voit que c'est 2, soit ici ou ici, donc on va mettre 2 ici. On continue, même chose, 3 plus 1, 2 plus 1. On voit que T et G sont différents, donc 2 plus 1, 3. Même chose ici, 4 plus 1, 3 plus 1 parce que C et G, c'est pas la même chose. 3 plus 1, donc, encore une fois, un de ces deux-là, 4. Ensuite, 5 plus 1, excusez mon crayon il bug, mais c'est plus 1, 4 plus 1, ou ici, on voit que G et G, c'est la même chose. Donc ici, on va mettre plus 0.
Donc, on voit ici que c'est ça la valeur la plus petite. Donc, on va mettre 4 ici. Une fois que la ligne est faite, on repart à la ligne plus haute. Même principe. Donc, qu'est-ce qui est plus petit? 1 plus 1, 2 plus 1, ou on voit que A et A, c'est la même chose, donc plus 0. Donc, ça va être cette valeur-là ici, donc 1. Même chose ici, 2 plus 1, 1 plus 1. Ici, A, c'est la même chose, 1 plus 0. Donc, le plus petit, c'est ici. On continue encore une fois. 3 plus 1, 1 plus 1. Est-ce que T et A, c'est la même chose? Non, donc c'est plus 1 ici. Le plus petit, c'est 2. Donc on a 2 ici. Ici, C et A sont différents, donc plus 1, plus 1, plus 1. Donc ça va être 3 à cause de lui. Ensuite, G et A, c'est différent, donc ça va être plus 1, plus 1, plus 1. 4. Ensuite, on recommence la ligne plus haut. On voit que, non, d'abord plus 1 ici, plus 1 là. Mais on voit ici que A et A, c'est la même lettre, donc ça va être plus 0 ici. Donc on voit que ça va être 2, soit à cause de cela, ou cela étant donné que 2 va 2. Et on continue ainsi de suite. Jusqu'à ce que finalement notre tableau soit rempli. On voit ici que la valeur de l'alignement va correspondre à la case qui est ici. Il est également possible de retracer le chemin par lequel on est arrivé à cette valeur-là. On voit ici qu'on a fait ce chemin-là ici. Puis, en fait, ce chemin-là, ça va nous permettre de trouver quelles opérations il faut utiliser et à quel endroit pour transformer notre première séquence en notre deuxième. Donc ici, encore une fois, on voit que les différentes flèches vont correspondre à différentes opérations. Effectivement, on voit que une flèche du bas, on peut associer ça à une délétion. Une flèche diagonale, on peut associer ça à une mutation ou au même caractère, dans les cas où on mettait plus 0 au lieu de plus 1. Et la flèche de côté va consister à un ajout. Donc, encore une fois, ici, on voit que notre flèche ici va correspondre à la délétion qu'on a mis au début ici. Ici, on voit que on passe de 1 à 1, 1 à 1 et 1 à 1. Donc, c'est le même caractère. Donc, ça correspond aux 3 caractères qu'on a ici qui sont pareils. Ici, on voit qu'on passe de 1 à 2. Donc, ça va correspondre à la mutation qu'on a faite ici. Puis, finalement, quand on passe vers la droite comme ça, de 2 à 3, ça correspond à l'ajout qu'on a fait ici. Bon, là j'ai dit beaucoup de choses. Peut-être que c'était clair, peut-être que c'était pas clair, mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est ces deux choses-là. Premièrement, c'est que chaque case dans notre tableau, ça correspond à la valeur d'alignement des sous-séquences associées, comme j'ai expliqué plus tôt. Puis la deuxième chose, on a parlé de complexité plus tôt. Puis l'algorithme qu'on vient de voir, il y a une complexité de n carré. Puis c'est très simple. La raison, c'est que on a un tableau qui est n par n, étant donné que les séquences ils ont de longueur n. Donc, il y a n fois n cases à remplir. Donc, il y a n carré opérations environ. C'est pour ça qu'on a une complexité comme ça. Pour ceux qui sont encore avec moi, on est finalement rendu à expliquer qu'est-ce que le fameux algorithme des 4 Russes. En fait, comme j'ai dit plus tôt, c'est grandement inspiré de l'algorithme de Wagner-Fisher. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir une matrice comme ceci, on va utiliser des taux de passe-passe pour plutôt avoir une matrice qui va ressembler à ça ici. On voit que cette matrice-là, elle n'est pas complète, mais on obtient toujours notre valeur d'alignement en haut à droite. Donc, l'idée, c'est d'utiliser en fait des précalculs pour sauver du temps et ne pas avoir à remplir toutes les cases de notre matrice, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, je vais expliquer brièvement l'idée.
La première étape, c'est de choisir un t tel que t divise n. Donc, dans l'exemple qu'on avait ici, notre n, nos séquences avaient une taille de 6. Donc, ici, on pourrait prendre t est égal à 2 ou t est égal à 3. Pour l'exemple ici, on va mettre que t est égal à 3. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va précalculer toutes les sous-matrices possibles de taille t plus 1 fois t plus 1. Donc, dans ce cas-ci, 4 par 4. Donc, on va prendre toutes les combinaisons possibles de lettres comme ça et de valeurs ici. On va prendre toutes ces combinaisons-là possibles et on va les précalculer pour obtenir quelque chose comme ça ici. Pour une fois que nos sous-matrices sont calculées, au lieu de garder la sous-matrice au complet, on va simplement garder les dernières lignes et dernières colonnes de chaque sous-matrice pour sauver de l'espace, puis parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les garder. Une fois qu'on a toutes nos petites sous-matrices précalculées, ben, on va s'en servir pour remplir notre grosse matrice. Donc, on voit que on va retrouver en fait la sous-matrice qui correspond aux valeurs ici. Puis, on va venir insérer les deux vecteurs qu'on a trouvés, soit nos deux lignes et colonnes ici. Puis, on va continuer le même processus, mais avec, grâce aux deux nouvelles lignes et colonnes qu'on a trouvées, ce qui va nous permettre de trouver la matrice ici et la matrice ici, jusqu'à ce que notre matrice soit complète et qu'on obtienne finalement notre valeur ici. Donc, si vous m'avez suivi, vous avez compris qu'il y a deux phases importantes dans notre algorithme. La première phase, c'est de faire le précalcul de toutes les sous-matrices. Puis, une fois que toutes ces sous-matrices-là sont calculées, on va les utiliser pour remplir la grosse matrice. Donc, la première étape consiste au précalcul et quand on veut calculer toutes nos petites sous-matrices, il y a 4 choses qui correspondent à chacune des sous-matrices. Premièrement, on va avoir les lettres horizontales ainsi que les lettres verticales. Jusque-là, c'est la même chose que l'algorithme de Wagner-Fisher qu'on a vu un peu plus tôt. Mais la seule différence, c'est que on va aussi avoir des vecteurs de départ horizontaux et un vecteur de départ vertical. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que notre sous-matrice, c'est vraiment une petite partie d'une grosse matrice. Fait que, on va pas toujours débuter en haut à gauche comme on faisait avec Wagner-Fisher. On va peut-être débuter en plein milieu de la matrice, ce qui signifie qu'il est impossible de prédire les valeurs qui vont être ici. Ça va vraiment dépendre des matrices avoisinantes. Donc, faut vraiment comprendre qu'une sous-matrice, c'est une combinaison de une séquence de lettres horizontales, une séquence de lettres verticales, un vecteur de départ horizontal et un vecteur de départ vertical. C'est une combinaison de ces 4 choses-là qui va donner une sous-matrice spécifique. Puis, en fait, étant donné que la lettre ici et la lettre ici vont vraiment servir à calculer les valeurs qu'on a ici, ben, ils ne nous servent à rien parce que ces valeurs-là, on les a déjà. Donc, on n'a pas vraiment besoin de la considérer. Donc, on va juste la masquer comme ça. Mais là, on peut se demander, ça représente combien de sous-matrices, là? Toutes les combinaisons de toutes les C, toutes les R, toutes les S et toutes les D. Ça fait beaucoup de combinaisons différentes, mais voyons voir combien ça donne exactement.
On va d'abord établir qu'on va utiliser l'alphabet utilisé en bioinformatique, donc ACGT, ce qui signifie que notre C et notre D va uniquement contenir ces lettres-là. On établit que la longueur de notre séquence de notre algorithme, c'est 6 pour l'exemple, et on a choisi une valeur de t est égale à 3. Donc, on veut savoir d'abord combien il y a de C différents on peut faire. Ben, en fait, faut vraiment le voir comme toutes les séquences de caractères possibles, débutant de AAA jusqu'à TTT. Puis, une autre façon de le voir, c'est de considérer en fait que pour chacune des trois positions qu'il y a dans notre mot, ben, il y a 4 lettres possibles. Ce qui signifie que pour la première position, on a 4 choix. Deuxième position, 4 autres choix. Troisième position, 4 choix. Ce qui va nous donner 4 à la 3, donc 64 mots possibles différents. De façon plus générale, on va dire que c'est 4 à la T, chaînes différentes, où 4, ben, c'est la taille de l'alphabet, puis T, ben, c'est le T qu'on a choisi, donc la longueur de notre sous-chaîne. Pour D, ben, ça va être exactement la même chose parce qu'on travaille avec une chaîne qui utilise le même alphabet et qui va avoir la exacte même longueur. Donc, encore une fois, 4 à la T chaînes différentes. Maintenant, pour le R, ça va être une idée similaire, sauf que il faut vraiment se poser la question, pour chacune de nos cases ici, c'est quoi les valeurs qui sont possibles? Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier, chaque case, en fait, ça représente une case dans notre grosse matrice n par n. Donc, on a vu un peu plus tôt que la plus petite valeur possible quand on faisait l'algorithme de Wagner-Fisher, ben, c'est 0. C'est le cas où nos deux sous-séquences sont exactement la même. Donc, dans ce cas-là, notre valeur d'alignement, c'est 0. Puis, on a vu aussi que dans le pire cas, ben, notre valeur d'alignement, ce serait le cas où il faut faire n opérations, donc faire n changements pour transformer notre première chaîne en une autre. Donc, la valeur maximale qui est possible dans une case, ça va être n. Ce qui signifie que pour chaque case, les valeurs possibles sont 0 jusqu'à n. Ce qui fait en sorte que dans le cas où notre n est égal à 6, ben, les valeurs possibles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui nous donne 7 valeurs au total. Donc, pour chaque position, nos 4 positions, par exemple, qu'on a ici, ben, on a 7 choix possibles. Donc, ce qui explique en fait le 7 x 7 x 7 x 7, c'est-à-dire 7 à la 4. Puis, avec l'exemple, on voit un peu plus visuellement de quelles sont les différentes valeurs possibles pour notre R allant de 0,000 jusqu'à 6666. Puis, en fait, ça nous donne n plus 1 valeur à la t à la 1, puisque t est égal à 3, on voit qu'on a 4 valeurs, donc c'est t plus 1. Pour le S, ben, très similaire. La seule chose, c'est qu'on n'aura pas le t plus 1 ici, parce que la valeur centrale ici, ça va être la même pour ce vecteur-là et pour ce vecteur-là. Donc, on n'a pas besoin de le compter deux fois, ce qui signifie qu'on va avoir n plus 1 à la t vecteurs différents. Donc, puisqu'on a déterminé le nombre de possibilités pour chacun des éléments, on a établi qu'une sous-matrice, c'est vraiment une combinaison de un C spécifique avec un D spécifique avec un E spécifique et un R spécifique. Alors, si on veut avoir le nombre total de sous-matrices, il faut considérer toutes les C possibles fois toutes les D possibles fois toutes les R possibles fois toutes les S possibles. Ce qui nous donne en fait 4 à la T fois 4 à la T fois N plus 1 à la T plus 1 fois N plus 1 à la T, qui sont toutes des valeurs qu'on a calculées dans la diapo précédente.
Question de simplifier un peu, on va juste établir que c'est environ égal à 4 à la 2t fois n à la 2t. Puis en fait, on se souvient que pour chacune de ces sous-matrices-là, ben, faut les calculer. Puis on va les calculer en fait avec l'algorithme de Wagner-Fisher qu'on a vu plus tôt. Et puisque les sous-matrices ont des tailles de t fois t, ben, remplir la sous-matrice, ça se fait en t à la 2 opérations, comme on a vu avec l'algorithme de Wagner-Fisher. Ce qui fait en sorte que tout le précalcul se fait à une complexité de ça ici, où ici, on voit que c'est en fait le nombre de sous-matrices, et pour chaque sous-matrice, ben, on a besoin de t à la 2 opérations pour la remplir. En analysant la complexité, on voit que on retrouve notre fameux n à la 2 ici qu'on avait dans notre algorithme de Wagner-Fisher. Donc, ce qu'on a fait en vrai, c'est même pas bon, parce que c'est même pire, étant donné qu'on multiplie par t carré et par 4 à la 2t. Donc, on n'a vraiment pas fait de progrès, même qu'on a empiré. Mais, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Bon, comment on règle ce problème-là? En fait, on a fait une petite erreur dans notre hypothèse qu'on a dit tantôt. Nos vecteurs initiaux, on a dit qu'ils pouvaient avoir n'importe quelle valeur entre 0 et n pour chaque case. Mais en réalité, c'est pas vrai. En fait, on va regarder ici que entre deux cases adjacentes, il n'y aura jamais une variation de plus que 1. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on a 5 dans la case ici, ben, pour la case adjacente, il n'y aura jamais une variation de plus que 1, signifie que ça va soit être 4 dans le cas où on a moins 1, soit 5 dans le cas où on a 0, ou 6 dans le cas où on a plus 1. Puis la raison de ça, il y a une preuve mathématique derrière qu'on n'explorera pas en détail, mais l'idée de base, c'est vraiment que quand on construit notre matrice, on utilise tout le temps des coups de 1 pour les opérations, comme on l'a fait dans nos hypothèses plus tôt dans la vidéo, mais aussi qu'on va tout le temps comparer avec les cellules diagonales juste adjacentes au-dessus et juste adjacentes à l'horizontale. Ce qui explique en fait qu'on a tout le temps des variations de au maximum 1. Puis, on va pouvoir remplir notre tableau en suivant ce principe-là, ce qui signifie que pour la case qu'on a ici, ben, ça va soit être moins 1 par rapport au 4 qu'on a ici, soit égal, soit plus 1. Et ça, c'est vrai à l'horizontale, mais c'est vrai aussi à la verticale, ce qui signifie qu'ici, on pourra avoir 4, ici 5 et ici 6. Puis ça, en fait, ça fait en sorte que on n'a pas n plus une possibilité par case, mais plutôt 3 seulement. Et ça, ça dépend seulement de la variable qu'on va avoir ici. C'est sûr que juste ça, ça va grandement diminuer le nombre de vecteurs de départ qu'on a, mais on a encore un petit problème qui est la case de départ. Parce qu'elle, elle peut toujours varier entre 0 et n. En fait, c'est vraiment à partir de L qu'on va pouvoir faire le reste de la sous-matrice, mais ça peut être 5 autant comme ça peut être 2. Puis ça va faire en sorte que nos vecteurs de départ, pour cette valeur-là, il y aura n choix, mais pour le reste, pour celle-là, 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 les t autres cases, mais là, il va juste avoir 3 choix. Ce qui va nous donner un total de n fois 3 à la t vecteurs possibles différents. La solution à ça, en fait, ça va être que au lieu de travailler avec les valeurs d'alignement, on va travailler avec des vecteurs de variation. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de regarder les valeurs exactes qu'on a dans nos cases, on va regarder de comment est-ce qu'ils varient. Donc ici, on voit qu'on passe de 5 à 5 comme ça, de 5 à 4 et de 4 à 4. Et même chose ici. Puis, on va représenter ça avec une matrice comme ici. Donc, ici, on voit que c'est 0 parce qu'on est passé de 5 à 5, moins 1 parce qu'on est passé de 5 à 4,
0 parce qu'on est passé de 4 à 4. Et même chose à la verticale. Puis ça, en fait, ça fait en sorte que cette case-là, ben, on n'en a plus de besoin. Puis, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que la matrice qui avait un 2 tantôt, au départ, ben, elle va se représenter sous la exacte même façon que notre matrice qui avait un 5, puisqu'il y a les mêmes variations. Puis ça, en fait, ça va grandement diminuer le nombre de sous-matrices qu'on a, parce qu'on n'aura plus à considérer toutes les valeurs de n, on va simplement considérer les variations, ce qui va nous donner 3 à la t vecteur, puisque pour chaque position de notre vecteur, on a soit 0, soit moins 1, soit plus 1. Donc, 3 choix, 3 choix, 3 choix, ce qui explique en fait le 3 à la t vecteur. Donc, étant donné qu'on ne va plus travailler avec des valeurs d'alignement dans nos matrices, il va falloir modifier légèrement notre algorithme. Avant, on utilisait en fait l'algorithme de Wagner-Fisher pour calculer notre sous-matrice. Mais là, au lieu de travailler avec une matrice d'alignement comme ça, on va plutôt travailler avec une matrice T et une matrice U, en fait. Puis, ces deux matrices-là, ils vont permettre de calculer les variations verticales et les variations horizontales. Comme ici, on voit en fait que notre matrice T nous donne nos variations verticales comme ça, et notre matrice U nous donne nos variations horizontales. Comment sont calculées? C'est des petits détails, je n'entrerai pas là-dedans. L'idée, c'est juste de comprendre qu'il faut travailler un petit peu différemment avec les vecteurs. Et avant, en fait, on conservait seulement la dernière ligne et la dernière colonne de notre matrice. Ben là, ça va être le même principe, sauf qu'on va garder la dernière colonne de notre matrice T ainsi que notre dernière ligne de notre matrice U. Puis ces deux vecteurs-là, on va les appeler S' et R'. Donc, je dis pas mal de choses, mais ici, je vais juste récapituler rapidement comment se déroule la phase de précalcul. Pour toutes les combinaisons de lettres horizontales et lettres verticales, ainsi que les vecteurs de variation de départ horizontal et de départ vertical, on va calculer nos deux matrices T et U, comme on vient de voir. On va uniquement conserver notre R' et notre S', et on va les associer à notre combinaison de CDRS. Donc, il faut vraiment comprendre que chaque combinaison de CDRS va avoir un R'S' associé. Dans ce cas-ci, comme on voit sur l'image, on voit que notre C, c'est TAG, notre D, c'est ACT, notre R, c'est plus 1, plus 1, plus 1, notre S, moins 1, 0, 0. Et cette combinaison-là nous donne un vecteur R' de moins 1, moins 1, 0 et S' de plus 1, 0, plus 1. Donc, on peut se demander, grâce à la nouvelle modification qu'on a faite, quelle est la nouvelle complexité. Donc, on a encore toutes les combinaisons de CDRS à considérer, ce qui signifie qu'on a faut considérer le nombre de C fois le nombre de D fois le nombre de R fois le nombre de S, ce qui va nous donner 4 à la T fois 4 à la T fois 3 à la T fois 3 à la T, ce qui nous donne 4 à la 2T fois 3 à la 2T. Et encore une fois, on a une matrice T par T à remplir, ce qui signifie qu'on a T à la 2 opérations. En fait, dans la réalité, on a deux matrices à remplir. On a la matrice T et la matrice U, comme on a vu à cause des modifications qu'on a faites dans notre algorithme. Mais ici, ça serait juste 2 fois T à la 2T. Donc, comme on a vu, les constantes multiplicatives, on s'en fout un peu. Donc, on va garder ça à T à la 2 opération par sous-matrice. Ce qui signifie qu'on a une complexité de 4 à la 2T fois 3 à la 2T fois T carré, où ici,
c'est le nombre de sous-matrices. Et ici, c'est le temps, c'est le nombre d'opérations qu'il faut effectuer par sous-matrice. Donc, on voit qu'on a fait beaucoup mieux que notre vieil algorithme où on dépendait de n à la 2. Et là, en fait, on voit qu'on n'a tout simplement pas de n dans notre nouvelle complexité, ce qui est vraiment une grosse amélioration et qui va beaucoup nous aider. On voit qu'on dépend seulement de t. Donc, on est finalement rendu à l'étape de l'assemblage de la matrice. D'abord, pareil comme on faisait avec l'algorithme de Wagner-Fisher, la première étape, ça va être d'initialiser la première ligne et la première colonne. Mais cette fois-ci, on ne le fera pas avec les valeurs d'alignement comme on faisait avant, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais avec les vecteurs de transition comme on l'a vu. Donc, on va plutôt utiliser plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ensuite, pour remplir le reste de notre tableau, l'idée, ça va vraiment être d'identifier un CDRS et de trouver le R'S' associé. Donc, au départ, on va vraiment partir en bas à gauche de notre matrice et on voit en fait qu'on est capable d'identifier une sous-matrice associée où le C correspond à CAG. Oups, excusez. Le D correspond à ATG. R correspond à plus 1, plus 1, plus 1. Et S correspond à plus 1, plus 1, plus 1. Puis c'est vraiment une sous-matrice pareil comme on calculait tantôt. Ce qui signifie que on peut trouver le R', et le S' qui sont associés à cette combinaison de CDRS là. Donc, on a réussi à trouver le R' et le S' qui correspondent au CDRS qu'on avait et ils sont respectivement 0, 0, moins 1 et moins 1, 0, 0. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va les insérer dans notre matrice comme on voit ici et ici. Là, vous voyez, il y a deux valeurs ici, c'est un petit peu mélangeant, mais la façon qu'il faut le comprendre, c'est que la valeur à gauche, ça correspond au déplacement horizontal et la valeur à droite, ça correspond au déplacement vertical. Et ensuite, notre nouvelle ligne et notre nouvelle colonne, elle va nous permettre de continuer ce processus-là avec la nouvelle sous-matrice qu'on a ici. Donc, après ça, on répète l'exact même processus. Donc, on va trouver la sous-matrice qui correspond au CDRS qu'on a. Donc, on a ici que TCA et ATG sont nos deux C, sont notre C et notre D. Et 1 plus 1 plus 1 et moins 1, 0, 0 sont nos RS. Donc, on va trouver quels sont les deux R', S' qui correspondent à cette combinaison-là. Une fois qu'on les a trouvés, on les insère ici et ici. Et je vous apprends rien si je vous dis qu'on continue à notre prochaine sous-matrice en haut. On cherche encore notre R', S' correspondant au CDRS. Donc ici, notre C et notre D sont CAG et TCA. Et notre RS sont 0, 0, moins 1 et plus 1, plus 1, plus 1. On va donc chercher quels sont les deux R', S' qui correspondent à cette combinaison-là. Une fois qu'on les a trouvés, ici on a moins 1, moins 1, moins 1 et plus 1, plus 1, plus 1. On les insère dans la matrice et on continue pour finalement trouver la dernière sous-matrice qu'on a de besoin. On répète le processus. Vous avez compris le principe, j'imagine, mais juste au cas où, on voit que notre C, ça va être TCA. Notre D, ça va être TCA également. R, ça va être plus 1, 0, plus 1. Et notre S, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, quel est le R', S' qui correspond à cette combinaison-là? Ah, on voit que c'est moins 1, moins 1 et 0, moins 1, moins 1. Donc,
On les insère dans notre matrice. Et notre matrice est finalement complète, comme on peut voir. Donc, l'étape finale consiste au calcul de l'alignement. Puis, c'est très simple. Une fois qu'on a obtenu notre matrice comme ça, il faut tout simplement se choisir un chemin partant d'ici et qui va jusqu'à ici et d'additionner toutes les valeurs qu'on croise. Donc, si jamais on prend ce chemin-là, ben, on peut faire l'addition. Je vous laisse la faire vous-même, mais en fait, on obtient une valeur de 2, ce qui représente l'alignement des deux séquences. On pourrait en fait choisir n'importe quel chemin. Si par exemple, on prend ce chemin-là, on va obtenir la même valeur. Il y a un petit désavantage à utiliser cet algorithme-là. En fait, c'est juste qu'il est un petit peu plus compliqué de retrouver quelles opérations qui ont été utilisées pour obtenir un alignement de 2. En fait, il ne faut pas oublier qu'il existe un chemin qui part d'ici, puis qui va à travers la matrice jusqu'à la case départ, et qui nous donnerait en fait toutes les opérations à faire pour avoir un alignement de 2. Mais là, puisque notre matrice est vide, on ne peut pas la retrouver d'emblée. En fait, pour la retrouver, il faut retrouver les sous-matrices qu'on a calculées, toutes celles qui sont empruntées par le chemin utilisé. Puis, en retrouvant ces sous-matrices-là, on peut trouver les opérations. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est simplement pour vous donner une petite idée de que c'est possible. Donc, maintenant, pour la complexité de l'assemblage. Un peu comme dans l'algorithme de Wagner-Fisher, on va remplir un tableau qui est de taille n par n, mais au lieu d'y aller case par case, cette fois-ci, on va y aller par bond de t, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Ça signifie que on va donc insérer n carré divisé par t carré sous matrice parce qu'on utilise des bonds de t. Puis, même que si on prend l'exemple qu'on vient juste de faire, avec n est égal à 6 et t est égal à 3, ça fait que 6 à la 2 divisé par 3 à la 2, c'est égal à 36 divisé par 9, qui est égal à 4. Et si on se souvient, on avait exactement placé 4 sous-matrices dans notre grande matrice. Il ne faut pas oublier par contre que quand on va rechercher la sous-matrice, quand je dis sous-matrice, en réalité, c'est plutôt simplement les vecteurs R' et S', ben, ça implique qu'il faut récupérer t valeurs par vecteur, donc au total 2t valeurs, ce qui signifie qu'il va falloir 2t opérations par sous-matrice. Encore une fois, on parle de complexité, donc on va établir que c'est t opérations. Ça signifie que notre complexité totale pour l'assemblage, ça va être n carré divisé par t carré, qui est en fait le nombre de sous-matrices à placer, et fois t, parce que chaque sous-matrice requiert t opérations pour récupérer et insérer la sous-matrice dans notre grosse matrice, ce qui nous donne une complexité totale de grand O de n carré sur t. Depuis le début de l'algorithme des 4 Russes, on fait référence à une certaine valeur de t qu'on a choisi au préalable, mais comment est-ce que on devrait choisir la valeur pour avoir un algorithme qui est le plus optimal? On va juste se rappeler brièvement les complexités. Donc le précalcul se fait en grand O de 4 à la 2t fois 3 à la 2t fois t au carré, qu'on peut simplifier si jamais on remplace le 3 ici par un 4, ce qui va augmenter un petit peu la complexité, mais bon, beaucoup plus simple dans nos calculs. Donc on obtient 4 à la 4t fois t à la 2. Et pour l'assemblage, ben, on a n carré sur t. Et dans le fond, l'idée, c'est qu'on peut choisir une valeur de t qui va être égale à log en base 4 de n sur 2. Le 4 ici vient de la taille de notre alphabet qui est ACGT.
Et en fait, quand on vient remplacer notre valeur de t par log en base 4 de n carré, ici, je n'irai pas dans tous les détails du calcul, mais grâce à quelques propriétés des logarithmes, on réussit à transformer ça ici en une complexité de grand O de n fois log en base 4 de n à la 2. Pour, euh, pour l'assemblage, ben, on remplace encore une fois notre t par log en base 4 de n carré. Puis, ce qui nous donne en fait une complexité de grand O de n carré sur log n, qui est en fait la valeur qu'on a vue au tout début de la vidéo. Cela a fait en sorte qu'au total, on a n carré sur log n plus n fois log en base 4 de n à la 2, où ici est notre phase d'assemblage et ici c'est notre phase de précalcul. Étant donné qu'on fait un à la suite de l'autre, on fait simplement les additionner. Vous voyez ici que j'ai pas inscrit log en base 4 et en fait la seule raison c'est que le logarithme dans différentes bases a très peu de différence d'un à l'autre et c'est ça en fait qu'on va voir dans la prochaine diapo. Comme on voit ici, j'ai montré le logarithme en différentes bases. Le pire logarithme, ben, la pire base en fait qu'on peut voir, c'est celle log en base 2. Et on voit que la valeur croît très lentement. Et en fait, plus la base augmente, plus la croissance ralentit. Donc, encore là, on voit que même autour de 3600, le logarithme est seulement autour de 12. Donc, c'est vraiment des petites valeurs. Donc, peu importe la base qu'on choisit, la différence sera pas vraiment importante. Pour comparer les complexités, je trouvais intéressant de placer les différentes graphiques des fonctions associées à la complexité de chacun des algorithmes qu'on a vus. Donc, premièrement, le précalcul, on voit que c'est la courbe rouge qui est ici. Donc, on voit clairement que comparé aux autres, c'est pratiquement rien. Donc, c'est vraiment une phase qui, contre-intuitivement, est vraiment facile et rapide à effectuer. Ensuite, on a la phase d'assemblage ici qui est en vert. Et, en fait, la courbe jaune qui est ici, c'est la phase d'assemblage plus le précalcul, qui est en fait l'algorithme des 4 Russes en soi. Donc, on voit que le précalcul n'a pratiquement aucune influence sur la complexité. Puis, finalement, on a la courbe en mauve qui est ici, qui représente l'algorithme de Wagner-Fisher, qui était le premier algorithme qu'on a vu. Donc, clairement, on voit qu'il y a une grande amélioration par rapport à ce qu'on avait avec Wagner-Fisher grâce à l'algorithme des 4 Russes. Avant de conclure, je me disais que peut-être certaines personnes seraient intéressées de voir le pseudocode qui a été utilisé dans le papier exact à l'origine de l'algorithme. Donc, je vous le présente rapidement. Il y a juste quelques trucs à prendre en compte. Ici, on fait référence à E, qui est en fait l'alphabet. Donc, dans notre cas, à nous, c'était égal à A, C, G et T. Et aussi, on fait référence à M, qui, nous, en fait, on a utilisé la valeur de T. Donc, T est égal à M. Donc, on considère toutes les combinaisons de C et D ainsi que R et S. Et pour chacune de ces combinaisons-là, on va initialiser nos deux matrices T et U, comme on l'avait vu. Donc, ici, on va mettre que la première ligne de T va être R et la première colonne de U va être S. Et ensuite, on va aller faire une boucle pour
toutes les cases de notre sous-matrice, donc de 1 à m, et on va associer, on va remplir en fait la matrice T et la matrice U en utilisant un minimum de 3 choses, un peu comme dans l'algorithme de Wagner-Fisher, mais bien sûr un petit peu différent étant donné qu'on a des vecteurs de transition. Une fois qu'on a rempli nos deux sous-matrices T et U, on va en fait insérer la dernière ligne et la dernière colonne dans R' et S', et on va stocker l'association entre notre CDRS avec le R' et le S'. Donc l'idée c'est vraiment de créer un lien entre notre combinaison de RSCD et notre R'S'. Donc pour l'assemblage, ici il va y avoir quelques différences, et la plus grosse étant vraiment que au lieu de mettre tout dans une matrice comme moi j'avais fait, eux ils ont utilisé deux matrices qui sont les matrices P et Q. Puis un peu comme dans le précalcul, eux vont utiliser la matrice P pour les opérations verticales et Q pour les différences à l'horizontale. Donc, les deux lignes ici, c'est pour simplement initialiser la première ligne et la première colonne des deux matrices. Puis, en fait, nous, dans notre cas, c'était tout simplement une ligne de plus 1, pardon, et même chose à la verticale. Puis ça, en fait, c'est dû au fait que nous, tous les coûts, peu importe quelle lettre on change, peu importe quelle opération, c'est tout le temps plus 1. C'est pour ça que nous, c'était un petit peu plus simple que eux, ce qui écrivent ici. Ensuite, l'étape ici, ça correspond en fait à aller rechercher les valeurs de R' et S' et les insérer dans les matrices. Donc, on voit ici que le fetch, c'est là qu'on va aller fouiller parmi nos sous-matrices pour retrouver celle qui correspond à un certain C, à un certain D, à un certain R et à un certain S. Puis là, en fait, ici, on aurait comme notre R' et notre S' qui sont directement insérés dans nos deux matrices ici. Puis, une fois que ça c'est fait, une fois que notre matrice elle est remplie, c'est à cette étape-ci qu'on va aller additionner toutes nos... en fait, eux ils partent du coin en bas à gauche, puis ils vont en haut comme ça, et ensuite ils additionnent comme ça pour aller obtenir la valeur d'alignement qui va être stockée en fait dans cost ici. Donc, c'est ça pour le pseudocode. Donc, à tous ceux et celles qui sont toujours présents et qui se sont rendus jusqu'à la fin du vidéo, merci beaucoup. Je sais que c'était quand même long, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais en espérant que vous avez compris, que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié. Donc, je vous mets ici les différentes ressources que j'ai utilisées pour construire cette vidéo. Et merci encore et bonne journée.